Voilà, donc bienvenue à toutes et tous pour ce premier café génial de l'année 2026, qui est donc le 46e depuis qu'on a lancé les cafés. Euh, Aujourd'hui, du coup, on va parler de la mise en place de dispositifs de médiation nature, les soucis de sensibilisation sur les territoires. Voilà, il y en a de plus en plus de monde, de plus en plus de fréquentation, et donc la mise en place de certains dispositifs un petit peu novateur. Donc nous sommes, enfin voilà, aujourd'hui sur cette thématique, nous aurons David de Pazin du Parc des Pyrénées ariégeoises pour une première intervention qui débutera, et ensuite Émilie Dubourg et Victor Ménéguin du Parc naturel régional du Haut-Languedoc. Je les laisserai se présenter en début de présentation chacun. Les petites consignes, comme d'habitude, du coup, n'hésitez pas à laisser votre caméra allumée, c'est plus sympathique. Pour les questions, on fait l'intervention et les questions en suivant. Et n'hésitez pas à prendre la parole. Du coup, c'est pas la peine forcément sauf si vous préférez, de poser les questions dans le chat. Mais vu qu'on est peu nombreux, c'est plus sympathique et plus compréhensible quand c'est fait en direct. Et je vous propose, vu qu'on est peu nombreux ce matin, on a un petit peu de temps, de faire un petit tour d'écran pour que chacun se présente rapidement et nous dise pourquoi cette thématique l'intéresse. Voilà. Et je te propose Mathilde de commencer. Alors bonjour, je suis Mathilde Pinard, je travaille sur le site du Pont du Gard et je suis chargée de coordination. Et cette thématique nous intéresse parce qu'on est en train de développer justement la médiation liée à l'environnement sur le site. Mais c'est Anna qui est chargée de le faire, donc elle va peut-être plus vous expliquer que moi en fait. Ok, merci Mathilde. Du coup, Anna. Bonjour, et désolée, du coup, j'ai réussi à avoir du son, mais là, je n'arrive plus à allumer la caméra. D'accord. Euh, Par contre, c'est hyper fort du coup le son. Je sais pas si ah, oups. Je vais essayer de parler un peu plus doucement, comme ça, non, avec non, il n'y a qui. pas de souci. Mais on te voit plus. Donc, à toi. Oui, du coup, ça fait quelques mois qu'on commence à développer l'éducation à l'environnement ici sur site. On développe plusieurs projets et on essaye de toucher un public assez varié. En plus de l'offre qui existe déjà sur le site, on essaie de diversifier afin de complémenter et d'être justement un peu plus innovant sur ce qui est déjà fait. On aimerait bien voir ce qui se fait ailleurs pour soit échanger, enrichir et voir ce qui peut bien marcher avant de se lancer dans une nouvelle proposition, voir ce qui a été fait, si ça marche bien ou ça marche pas. C'est un peu ça ce qui nous intéresse. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Anna. Merci. Agnès? Oui, alors bonjour. Donc, moi, Agnès Alquier, je suis responsable agro-environnement à la Chambre d'agriculture de l'Aude. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir un petit peu. J'ai beaucoup travaillé sur la médiation en général. Et en ce moment où le relationnel avec. Je vais faire un gros. Un paquet cadeau. Le monde agricole au sens large, il peut y avoir des difficultés. Donc voilà, c'était pour voir vos approches à vous. Et aussi, on a, dans le cadre des forteresses royales, on a, ou Château Cathar, hein, on a des agriculteurs qui sont dans les périmètres. Et donc voilà, ça m'intéressait de voir un petit peu vos approches à tous. Merci. Merci, Agnès. Valérie? Oui, bonjour à tous. Moi, je travaille à la métropole de Montpellier. Je suis directrice déléguée à la médiation écologique. C'est une direction qui comprend 150 personnes qui travaillent aux zoos dans une ferme pédagogique qui est l'écolothèque, à l'aquarium, planétarium. Et on vient de développer il y a 2 ans un service de mobilisation citoyenne pour la transition écologique et dans lequel, et c'est pour ça que je suis là, on a bien identifié que la reconnexion à la nature, en particulier en milieu urbain, c'était un des leviers clés pour passer à l'action, pour encourager les gens à passer à l'action en matière de transition. Et donc, on travaille avec plein de leviers différents sur ce sujet-là. Voilà. Merci beaucoup, Valérie, et bienvenue. Je crois que c'est la première fois du coup que tu participes Oui. à un événement du réseau. Donc, moi, je suis Julie Bertrou, l'animatrice du réseau. Voilà. Mm. Euh, Enchantée. Peggy? Oui, donc bonjour à tous. Peggy Guérin, moi je suis technicienne milieu aquatique au syndicat Rivière Salade Volpe. Et bon, plus particulièrement, je suis cette thématique, vous aviez déjà fait, je crois,
un précédent Café Génial ou un webinaire, je ne me souviens plus, là, sur la gestion des espaces naturels. Donc je crois que le PNR du Pyrénées-Ariégeoise avait déjà pu apporter sa contribution sur le fait qu'ils prennent des médiateurs, notamment sur la période estivale, si je me souviens bien, depuis 2 ou 3 ans, je crois. Et en fait, moi, c'est plus par rapport à la gestion, notamment d'une zone humide qu'on a restaurée, qui est enfin, au bord d'un lac qui est assez fréquenté, enfin même je dirais très très fréquenté tout au long de l'année, par tous les temps et par tout type de public. Et en fait, cette zone humide est un peu en contrebas d'un tour de lac. Et donc, on se pose la question avec le propriétaire, la communauté de communes Cagier-Garonne-Salade, comment mieux gérer cette fréquentation. Normalement, cette année, on est censé valoriser cette zone humide avec des panneaux pédagogiques, un panneau d'entrée également. Donc, on a aussi le département de Haute-Garonne dans la boucle, puisque c'est une zone humide inscrite à leur conservatoire départemental de zone humide. Et au travers, voilà, de tout ce jeu d'acteurs, dont bah, évidemment le propriétaire, principal intéressé, mais aussi le département, plus les usagers que peuvent être aussi les chasseurs et les pêcheurs, bah, en fait, il faut qu'on trouve quand même une manière ou même s'il va y avoir des panneaux et qu'il y aura des choses sur les panneaux, voilà, pour un peu gérer cette fréquentation, cette sensibilisation et voilà, j'ai déjà évoqué cette médiation nature potentielle au travers du coup de personnel qui pourrait être embauché ou déployé sur plusieurs sites à la fois, en tournant en fait, tout simplement. Mais bon, voilà, il y a quelques élus qui ont parlé plutôt de pouvoir de police, de garde champêtre, de faire appel aux gendarmes quand il y a des soucis, parce que c'est un site où, effectivement, on a parfois des mauvais comportements. Donc voilà, je viens encore reprendre un petit peu plus d'infos au travers de ce que pourra nous redire David, mais aussi pour l'autre témoignage. Super, merci Peggy. Et ben du coup, je vous propose qu'on attaque. David, je te laisse te présenter et partager ta présentation. Et ça a marché tout à l'heure. Il faut espérer que ça Il n'y a remarche. pas de raison que ça ne fonctionne pas maintenant. Exactement. Hop. Sauf qu'il y a toujours ce petit carré noir. Excuse-moi, Julie. Oui. Je crois que Sophie ne s'est pas présentée. Enfin, je sais pas Ah, si. pardon, je Non, j'ai croyais pas que fait oui, attention, mais. tout à fait, Sophie. Oui, ben, c'est vrai que Sophie est de la RB avec moi, alors j'ai tendance à l'oublier. Ah oui, Je suis merci. vraiment désolée. Pas de Sophie, je te laisse souci. te présenter. Bah oui, bonjour à tous. Moi, je suis collègue de Julie et j'aime bien suivre quand je peux les cafés géniaux, quelle que soit la thématique. Et du coup, moi, je travaille sur le plan d'action pour les aires protégées, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je te prie de m'excuser, Sophie. Merci, Victor. Eh bien, ça fonctionne, David, c'est parfait. Ça marche, mais mon micro ne marchait plus. Ah, C'est bon, vous m'entendez? tout est bon. Ok, super. Et bonjour à tous. Je vais revenir. Hop. Eh bien, voilà. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est David Pazin. Je suis chargé de mission Natura 2000 au PNR des Pyrénées-Ariégeoises. On va voir après pourquoi Natura 2000. Et je m'occupe depuis 3 ans, ouais, 3 ans maintenant, 2023, de l'opération de médiation sur le secteur du PNR. Donc, très rapidement, je vous passe tout ça. C'était extrait d'une autre présentation beaucoup plus complète. Donc, l'idée, c'est de revenir un petit peu sur le contexte parce que je vois qu'on n'a pas tous le même niveau et les mêmes territoires. Nous, le contexte de la mise en place de cette opération de médiation, elle est venue déjà d'une première partie qu'on ait des patrimoines à sauvegarder et à valoriser. Et après, comment dire, une alerte, on va dire, de nos élus et de certains sociopros de la montagne, une impression post-Covid de hausse de fréquentation et de comportements pas forcément adaptés, ou en tout cas de comportements qu'on voyait moins avant le Covid. Et donc, du coup, ils se sont posé la question, à l'époque, moi, j'étais pas là, c'est mon prédécesseur, Léo Poudré, qui a mis ça en place, hein. Il se posait la question de savoir comment canaliser, gérer à la fois l'évolution des pratiques sur lesquelles on était un peu démunis, et à la fois ce sentiment, on va dire, de hausse de fréquentation. On s'est basé sur le travail, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, sur le travail d'un territoire précurseur à Mariège, qui était la communauté de communes du Pays d'Aulne, avec notamment la mise en place de maraudes sur la réserve naturelle régionale du Saint-Barthélemy.
Euh, voilà, du coup, nous, on a lancé cette opération en 2022 euh, par un travail, ça a commencé par un travail de définition des sites qu'on pouvait considérer comme étant en tension, ou enfin, on peut mettre les qualificatifs qu'on veut dessus, mais voilà, ce travail-là, il a commencé par cette identification, et puis après, on a commencé à mettre en place, on a eu la volonté de mettre en place de contact humain plutôt que du panotage ou d'autres méthodes, parce qu'on s'est aperçu que dans nos montagnes, en tout cas, le- il y avait alors la lecture, on va dire, des panneaux au démarrage des randonnées ou sur les parkings, etc. C'était pas forcément une méthode. En tout cas, les panneaux étaient moins lus ou étaient pas lus, puisque de toute façon, les comportements, tout est écrit hein, sur beaucoup de panneaux, notamment le rapport avec les troupeaux, les pastoraux, etc. Le fait de tenir son chien en laisse, etc. Enfin, on va voir un petit peu les problématiques après, mais tout est écrit, mais personne ne le fait. Donc, c'est qu'il y avait un disconnect entre l'usager de la montagne et ce qu'il y avait écrit sur les panneaux, quoi. Donc, on a opté l'approche humaine, on va dire, le rapport humain. N'hésitez pas à me couper, à poser des questions au fur et à mesure, hein. Donc voilà pour le contexte. Donc là, je reviens sur les financements de suite, comme ça on voit un petit peu ce qu'il en est, pour vous expliquer pourquoi Natura 2000, parce qu'au début, ce dispositif, il a été financé via Natura 2000, donc en 2022, 2023, 2024. Euh, Natura 2000 finançait une partie de ce dispositif de médiateur montagne. C'était une entrée purement sensibilisation et préservation de la nature. Et du coup, via Natura 2000, on a eu des petits financements via le programme de réintroduction du bouquetin aussi, et du syndicat des étangs de l'Ers, qui est un syndicat qui intervient sur un secteur bien particulier avec des tensions bien particulières, puisque c'est un lac de montagne. Pour ceux qui ne connaissent pas l'étang de l'Ers, c'est un lac de montagne, mais qui est accessible par la route de trois vallées différentes. Donc on avait vraiment voilà, une concentration ici d'à peu près tous les comportements qu'on voulait essayer de gérer, en tout cas sur lesquels on voulait essayer de sensibiliser sur ce site-là. Donc on a eu 2 ans de financement via le syndicat des Tenders. Et puis en 2024, fin 2024, la région nous a annoncé qu'il ne financerait plus le dispositif de médiateur montagne. Il a fallu trouver d'autres financements. Et du coup, on a activé la piste dotation aménité rurale des communes directement, et avec un gros travail de prise de contact avec les différents élus des différentes communes sur lesquelles on voulait travailler. On a réussi à lever presque 40 000 euros, donc beaucoup plus que les années précédentes. Mais ça a été ultra positif parce que du coup, on a pu amener réellement les élus avec nous, leur montrer l'intérêt du dispositif. Enfin voilà, ça a été une année où on a beaucoup travaillé avec l'élu référent du parc au tourisme et à la communication. On a beaucoup travaillé en binôme tous les deux pour aller chercher de nouveaux financements. Euh, voilà, donc rapidement en 2025, du coup, avec ces 40 000 euros à peu près, on a fait à peu près 150 journées de médiation sur l'ensemble des différents secteurs. Donc 14 communes, c'est les 14 communes qui ont mis la main à la poche, hein, qui ont financé l'opération. 15 médiateurs, donc nous on travaille avec des accompagnateurs en montagne. Alors la médiation sur l'ensemble de la chaîne des Pyrénées, elle se fait de plusieurs façons différentes. Il y en a certains, ils utilisent des stagiaires, d'autres des saisonniers, des intérimaires. Nous, on a décidé de travailler en prestation avec des accompagnateurs en montagne pour la simple et bonne raison que euh, c'est des professionnels de la montagne, ils connaissent leur territoire et ils connaissent déjà une grosse partie de ceux pour lequel on veut sensibiliser les usagers, à savoir tout l'aspect, tout le volet sécurité, itinéraire, sécurité et tout ce qui tourne autour de la sécurité en montagne. Donc c'était un parti pris dès le départ de travailler avec des accompagnateurs en montagne. Donc on travaille bon, après, pour ceux qui connaissent le territoire, on travaille sur l'intégralité du territoire du parc, d'ouest en est, sur les communes de montagne. Et du coup, ces 150 journées, ça nous a permis de réaliser plus de 3000 interactions avec des usagers de la montagne. Alors, je parle d'usagers de la montagne parce que on ne discrimine pas du tout l'usager touristique, de l'usager local, de l'usager professionnel de la montagne. Ce sont des usagers pour nous. Et donc, du coup, on a les mêmes discours et les mêmes discussions, que ce soit avec des touristes ou avec des locaux. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, l'historique
des journées de médiation et du nombre de personnes sensibilisées. Donc, du coup, en 2022, on a commencé. Voilà. 2024, le mois de juillet a été vraiment pourri en termes de météo, donc il y a eu très peu d'interactions sur le mois de juillet. C'est pour ça qu'on a des chiffres un peu en deçà. Et puis cette année, on a explosé, mais parce que voilà, on était présent sur plus de secteurs et on a fait plus de journées. Ce n'est que logique. On voit en moyenne par journée, on est à peu près au même niveau que 2023, qui a été un été où il y a eu vraiment beaucoup de monde dans les montagnes d'Ariège. Donc c'est là, en moyenne, 60 personnes sensibilisées. Alors quand je parle ici là, de 3000 interactions, ça peut être personne seule ou groupe. Donc c'est pour ça qu'on arrive à peu près à 9000 usagers au final sensibilisés sur la saison 2025. Bon, ça, c'est les différents secteurs. Je vais passer parce que ça, c'est pas très pertinent ici. Mais c'est juste pour montrer que on n'a pas mis les mêmes efforts sur les différents secteurs. Il y a des secteurs clairement identifiés avec des grosses problématiques euh, sur lesquelles on a mis un peu le paquet. Et on s'aperçoit que d'un secteur à l'autre, en fait, la moyenne des interactions, du nombre d'interactions est totalement différente. Chez nous. Et moi, ça me permet après, ça nous permet après, puisque ces données, c'est pas que moi qui les utilise, mais ça nous permet après de relativiser certains discours de certains élus qui nous parlent de surfréquentation, qui nous parlent qu'il y a trop de monde dans les montagnes, etc. Sur certains secteurs où on voit on va dire, entre 10 et 50 interactions par journée, on arrive à capter l'intégralité des gens qui passent sur ce secteur-là. Donc, voilà, entre 20 et 40 personnes par jour, on peut pas parler de surfréquentation de secteur, etc. Donc ça me permet aussi de mettre des chiffres sur des sentiments ou des ressentis soit de certains professionnels de la montagne, soit de certains élus. Ça permet aussi ouais, d'ouvrir certaines discussions. Donc c'est des données qui sont précieuses et qui sont intéressantes. Je reparlerai un peu après de la saisie de données et des données qu'on arrive à capter, mais voilà. Euh, donc voilà. Euh, oui, alors, avant de parler des messages et des premiers constats, c'est important de revenir sur ouais, je ne l'ai pas remis sur les slides, mais de revenir sur comment on a choisi ces secteurs. Ça peut paraître arbitraire, mais en fait, on est parti de trois paramètres à chaque fois. On avait un paramètre fréquentation. Il fallait qu'il y ait malgré tout du monde, ou en tout cas qu'il y ait voilà, un départ de randonnée un peu connu, ou un étang d'altitude un peu fréquenté, ou une cascade, ou voilà. Un volet biodiversité, puisque l'entrée de base c'était ça, même si elle a évolué depuis 4 ans, mais l'entrée de base c'était ça. Il faut qu'il y ait une thématique, en tout cas oui, une problématique pas de biodiversité sur le secteur choisi, et une troisième entrée, pastoralisme. Parce que l'idée, c'était quand même de parler aussi partage de l'espace, notamment avec le monde pastoral qui est en demande et qui est toujours en demande de ça, de la part des gestionnaires que nous sommes. Donc c'était vraiment ces trois thématiques-là, ces trois entrées-là qu'on a essayé de compiler, et c'est comme ça qu'on a défini les différents secteurs. Il fallait que sur ces trois entrées-là, on ait un sujet, quoi. Euh, donc, du coup, nos médiateurs, qu'est-ce qu'ils font concrètement sur le terrain? Ils passent trois grands messages systématiquement. Un, le respect de la montagne et de la biodiversité, tout ce qui tourne autour voilà, de la gestion des déchets. C'est assez large, le rester sur les sentiers, le non-piétinement, voilà, des espaces naturels. Ça peut être des messages autour de la baignade, ne pas utiliser de crème solaire, etc., quand on va se baigner, etc. Donc c'est assez large, c'est vraiment assez large. Deux, le partage de l'espace et le respect des activités pastorales. Donc comme je vous ai dit, partout, c'est des zones où on a du pastoralisme en place, et donc du coup, des problématiques ben, de comportements non appropriés, soit autour des cabanes directement, soit avec les troupeaux. Donc, du coup, on avait cette approche-là, d'expliquer ce qu'est l'activité pastorale, d'expliquer des problématiques qui se passent en estive, et le lien, du coup, avec ben, les actions des différents usagers. Et après, un troisième volet qui est inhérent
au métier d'accompagnateur en montagne, qui est la sensibilisation sur les risques en montagne. Donc ça, c'est vraiment le triptyque classique, on va dire, de messages qu'on fait passer. Et après, ponctuellement, selon les secteurs, on pouvait avoir d'autres messages, mais c'est vraiment sur ces trois-là qu'on mettait le paquet. Pardon. Les premiers constats, bon, je dis premiers constats, mais ça fait déjà 3 ans, 4 ans maintenant que c'est en place, mais c'est que le dispositif, il est quand même très bien reçu globalement. On a plus de 90% d'interactions positives. Donc sur 3000 interactions, c'est quand même pas rien. On a toujours, encore et toujours, un constat de problématique de chiens non tenus en laisse. Ça, c'est quelque chose bon, ben, de global à l'échelle des Pyrénées, puisqu'on n'est pas les seuls à mettre en place de la médiation en montagne. Donc à l'échelle des Pyrénées, on a cette problématique-là. On est, selon les secteurs, autour de 50% de chiens non tenus en laisse. Donc, c'est une problématique bon, ben voilà, maintenant, c'est chiffré plus ou moins partout, mais bon, on ne sait toujours pas comment y remédier parce que c'est très, très compliqué, notamment avec le public local. Et ça, c'est pareil, ça remonte de l'ensemble de la chaîne des Pyrénées. C'est avec le public local qu'on a le plus de mal à sensibiliser sur cette thématique-là. Euh, on a ce qui peut paraître évident, mais qui n'était pas forcément dans des secteurs où ben, l'objectif, c'est pas de faire une balade en montagne, l'objectif, c'est venir se baigner. Ça, c'est lié sans doute un petit peu aussi au réchauffement et au fait que ben, les publics urbains, notamment, ben, cherchent des points de fraîcheur et que ben, un lac ou une rivière de montagne, ben, c'est un point de fraîcheur en soi. Et donc, la baignade devient un objectif. Les gens viennent pour se baigner en montagne. On a dans les constats une problématique de préparation et d'équipement claire et clairement identifiée, notamment sur les secteurs faciles d'accès où il y a, voilà, comment dire, un objectif accessible facilement en voiture ou avec très peu de marche, hein. Donc c'est des secteurs, sous le SEM, c'est un étang, l'Artigue, c'est une cascade en 10 minutes de marche on y est, et l'étang d'air, c'est accessible directement en voiture aussi. Donc c'est un public très néophyte, qui n'a pas les codes de la montagne. On a sur des étangs d'altitude, on a bah, des bouées, des parasols comme à la plage, du paddle, enfin on a un peu de tout quoi. C'est assez, ouais, c'est bon. De la part des locaux, c'est relativement mal reçu. Mais on sent que voilà, il y a un travail à faire là aussi sur la sensibilisation des gens et leur expliquer que ben, on n'est pas forcément à la Méditerranée et que c'est pas les mêmes enjeux derrière, quoi. Et après, on a plus à la marge. En 2025, on a une réglementation qui a été liée au drone, qui a été prise par le préfet de département et qui n'a pas été communiquée de leur part. Et donc, du coup, on a eu pas mal de cas de drones sur lesquels il a fallu qu'on sensibilise à la nouvelle réglementation, puisque le drone est interdit, enfin, a été interdit en montagne sur la période estivale en Ariège. Je vous disais qu'on récupérait aussi des données parce qu'en plus de sensibiliser, d'avoir un contact direct avec les usagers, les accompagnateurs, les médiateurs renseignent après chaque interaction une petite grille de données via un logiciel maintenant sur leur téléphone. Alors, ils le faisaient sur la grille papier jusqu'à maintenant, ils le font via un logiciel, c'est beaucoup plus rapide. Et pour eux et pour moi après pour traiter la donnée. Et donc du coup, on peut imaginer récupérer pas mal de données de toutes sortes. C'est un exemple là, que je vous donne, c'est le profil des personnes qui viennent dans les montagnes ariégeoises. Alors là, c'est les résultats à l'échelle globale et des 9000 personnes renseignées. J'ai même fait, je pense que ces graphes-là, ils viennent d'un agglomérat de données depuis 3 ans, donc depuis 4 ans, pardon, non 3 ans, 2023, 2024, 2025. Donc ça donne un petit peu une idée, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut du coup sectoriser après. C'est-à-dire que si localement, ils veulent se saisir de ces données-là, ces données, elles sont disponibles pour les gens qui font du développement territorial, pour les élus, pour les techniciens qui veulent travailler là-dessus. Ça peut donner une idée aussi des différents publics qui sont sur le secteur. On avait aussi une petite question sur la connaissance, savoir si les gens savaient s'ils étaient ou pas dans un PNR. On s'aperçoit qu'on a pas mal de travail encore à faire au niveau de la communication. On a des données sur la provenance des usagers et sur l'objet de la présence sur les différents secteurs. On peut imaginer plein d'autres choses. L'idée, c'est pas non plus que le médiateur passe plus de temps à rentrer les données qu'à sensibiliser directement. Donc, du coup, on a volontairement fait une grille de saisie assez légère
avec des données qui nous paraissaient importantes c'est une grille qui a été construite, co-construite avec les Acomptes qui font la médiation depuis 4 ans maintenant. Et cette diapo, c'est une diapo sur. Il y a une partie discussion libre dans la discussion et dans la sensibilisation des médiateurs. C'est-à-dire que grosso modo, l'idée, c'est de laisser venir aussi les usagers et, voilà, sur les thématiques qu'ils veulent aborder eux. Et donc, du coup, en plus de la partie sensibilisation, certaines ont des questions, des interrogations sur certaines thématiques. Et donc, du coup, on recueille les interrogations directes des usagers. Donc, du coup, on s'aperçoit que la majorité tourne autour de ces thématiques-là, en itinéraire, signalisation, des questions sur la faune et la flore du, du secteur où ils sont, des questions autour du pastoralisme du patou. Alors, autre, c'est le grand fourre-tout, mais eau, baignade et pêche sur une grande partie aussi, toutes les zones à rivière ou à lac, et une petite partie matériel et sécurité aussi. Et on s'aperçoit que spontanément, le volet ours est très peu abordé par les usagers de nos montagnes. Je vous ai fait en vrac un petit verbatim de ce qui remonte de la part de nos ACOM, puisqu'à la fin, je leur demande de faire un bilan qualitatif de leur médiation. Ça, c'est en fin de saison. Donc, du coup, l'idée, c'est qu'ils me fassent voilà, un petit bilan de 3 pages voilà, à la fois leur ressenti et à la fois essayer euh, de me donner voilà, les expériences un peu marquantes ou les choses voilà, qui ont un peu marqué leur saison. Donc, je vous laisserai lire, mais ça reprend un petit peu ce que je disais avant, hein. Il n'y a pas de surprise là-dedans, mais c'est global. C'est le retour de nos 15 accompagnateurs de cette année. Et la question qui se pose, c'est bien entendu, qu'est-ce qu'on fait cette année et les années qui suivent, parce que tout ça, c'est lié à des financements. Donc nous, on est allé chercher de nouveaux financements sur des projets pour mettre en place de la médiation, un financement POCTEFA, donc européen, et un financement de l'OFB via l'appel à projet Synapse. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu passer. Mais ça ne suffira pas à monter l'opération, donc on va repartir en recherche et en des dotations à Aménité rurale des différentes communes, hein. Il y a déjà des communes qui se sont verbalement engagées parce qu'on est dans une année d'élection et donc ils ne peuvent pas s'engager avant le mois d'avril sur le financement de cette opération. Mais on a des communes qui se sont engagées par principe déjà. Ça va être une année très compliquée au niveau de la mise en place, hein, parce qu'on n'aura pas de visibilité avant le mois d'avril, voire peut-être après, hein, sur ces financements-là. On va mettre en place aussi une expérimentation de médiation hivernale via du coup le financement de l'OFB. Là, l'appel à projet, c'était là-dessus, c'était vraiment de l'expérimentation sur des secteurs clés au niveau hivernal, parce qu'on a des secteurs en Ariège euh, où on a de la pratique ski de rando et raquettes notamment, qui est non cadrée. On n'a pas de station, quoi. Donc du coup, c'est sur ces secteurs-là qu'on veut intervenir et aller chercher de nouveaux secteurs dans le périmètre d'extension du parc, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais voilà, le parc s'agrandit, le PNR d'Ariège s'agrandit cette année, normalement. Et donc, du coup, on a des nouvelles communes qu'il faut qu'on aille rencontrer, qu'il faut qu'on aille chercher avec les mêmes problématiques, hein, puisque c'est des communes voisines. Et, voilà. Donc voilà, je crois que j'en ai terminé. Et si vous avez maintenant des remarques ou des questions, n'hésitez pas. Merci David. On est comment au niveau du timing? J'ai été. Ouais, Parfait, ou pas? c'est parfait. Tu peux peut-être départager ton écran pour qu'on Ouais. se voit mieux Hop. tous. Par rapport à ta dernière diapo, juste sur euh, comment dire, sur les commentaires en fait recueillis, Ouais. bon, j'imagine que tu as mis les choses les plus positives. Est-ce que ça vous arrive en fait d'avoir des retours des médiateurs de personnes qui sont désagréablement surpris par la rencontre de quelqu'un qui vient à leur rencontre pour partager, Il y en a pour très donner des peu. conseils Il y en a, hein. Il y en a, mais il y en a il y en a très peu. peu. Je crois que ce qu'on a considéré, en fait, c'est juste un niveau de satisfaction qu'on demande aux médiateurs, c'est comment eux, ils ont ressenti l'interaction. Donc, c'est 1, 2, 3, hein, tout basiquement. Et en fait,
mauvaises interactions, il y en a 2 ou 3%. Généralement, c'est ça m'intéresse pas et les gens passent. C'est surtout des non-discussions et très rarement, c'est des gens qui... Le retour, c'est mais même ici, même à la montagne, on est fliqué, on est surveillé, etc. C'est très très ponctuel. Malgré tout, la majorité des interactions sont bien reçues. Ben, parce qu'en en fait, on amène de l'information aux gens et la plupart, malgré tout, sont assez réceptifs, quoi. Il y Ils en a sont très peu des sensibles. mauvaises interactions. Oui. Mhm. Ok. Sophie, tu avais levé la main ou je me suis trompée? Il me semble avoir vu ta main levée tout à l'heure, mais Oui, pardon. J'ai dû je me suis absentée 2 secondes parce que j'avais un truc. Oui, moi j'avais une question sur la facilité de convaincre les communes d'utiliser la dotation aménité rurale pour ce dispositif et si elles, du coup, enfin, tu viens de dire qu'elles étaient plutôt partantes la plupart pour se réengager, donc c'est que je pense qu'elles sont satisfaites de l'utilisation, mais Ouais. je sais pas si. Alors, ça a été un long chemin de croix, hein. On a commencé à travailler. Euh, Ça faisait un moment, hein, ça faisait 2, 3 ans que, bah, dès le début des aménités, grosso modo, qu'il y avait des messages dodo qui étaient passés. Et puis moi, pour l'été 2025, à partir de novembre 2024, je suis allé rencontrer les communes individuellement, en tout cas celles qu'on avait ciblées avec des enjeux dessus individuellement, pour leur présenter le projet. Et leur dire que ben, si ce projet, ils voulaient qu'il soit pérennisé sur leur secteur, alors c'est des communes qui avaient déjà les médiateurs en place par le passé, mais qui étaient financés à 100%. Donc en fait, grosso modo, on a dit aux communes, jusqu'à maintenant, vous payez rien et vous bénéficiez de cette opération. Maintenant, l'idée, c'est de le pérenniser. Et pour le pérenniser, il faut que vous mettiez un petit peu la main à la poche. Donc le deal avec les communes, c'était de dire, vous payez les journées de médiation des accompagnateurs, 250 euros par journée. Si vous voulez 10 jours sur votre territoire, vous payez 2500 euros. Et nous, on s'occupe de tout. Tout ce que vous avez, c'est conventionné avec nous et on s'occupe de tout le reste, la communication, la gestion du projet, la récolte des données, le bilan, etc., les réunions territoriales et ceci et cela, on s'occupe de tout. Donc c'était le deal avec les communes. Il a fallu y aller et j'ai eu la chance d'avoir, on a la chance d'avoir un élu, l'élu délégué au tourisme, Thierry Portette, là, au parc, qui est venu avec moi. On est partis en binôme tous les deux rencontrer les autres élus parce que d'élu à élu, ça passe toujours un peu mieux que de technicien à élu. Et donc, du coup, ça a été un peu compliqué. Et en fait, là, le fait que beaucoup de communes sur lesquelles on a déjà travaillé se réengagent, même si c'est qu'un engagement de principe pour 2026, ça vient aussi du fait que pendant la session, pendant la période d'été, on a proposé aux élus de venir une demi-journée ou une journée sur le terrain avec les médiateurs pour voir leur travail, pour voir comment ils travaillaient, voir les interactions avec les gens, voir les différents comportements, qui constatent eux-mêmes le travail et l'apport en fait des médiateurs sur le terrain. Et donc du coup ça a pas mal fonctionné. Ça demande un peu de logistique et de temps, mais c'est quelque chose qui on a fait 2 grosses sessions sur 2 secteurs sur lesquels on n'était pas présent les années précédentes. On a fait 2 sessions d'une demi-journée, c'est 3, 4 heures passées avec la comp, où la comp est directement en relation avec le médiateur est directement en relation avec les élus et explique sa façon de faire. Et puis après, on les voit faire sur le terrain directement avec les usagers. Donc ça a été assez positif. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a certains élus qui ont été convaincus par l'utilité du dispositif. Et c'est pour ça qu'ils reviennent cette année normalement avec nous. Ok, merci. merci David. Émilie ou Victor? Ou les deux? Ouais, les deux. Oui, c'était plutôt par rapport à, enfin, tu parlais de la dotation biodive aussi. Est-ce que du coup, enfin, t'es allé vers les communes en disant, voilà, c'est 250 euros jour et donc selon le nombre de jours que vous voulez, vous payez. Mais comment dire, certaines communes ont été restreintes de par leur budget via les aménités rurales ou pas forcément? Est-ce qu'il y a eu des prorata de fait, je sais pas, des pots communs Ouais, ou pas alors ça a forcément? été la deuxième étape Ok. qui est assez compliquée, qui a été assez compliquée à mettre en place et à faire comprendre aux élus, c'est que
il y a des communes sur lesquelles il n'y a pas d'enjeu, soit de fréquentation, soit pas d'enjeu spécifique en termes de biodive, soit même pas d'enjeu pastoralisme parce que c'est pas des zones d'estive. Et on est quand même allé chercher ces communes-là en leur expliquant que bah, il fallait réfléchir collectif et on a essayé de les faire réfléchir à l'échelle de vallées. Donc la deuxième étape, une fois qu'on a rencontré les gens individuellement, ça a été de les regrouper par vallée pour dire ben, sur cette vallée-là, vous êtes tous dans la vallée, mais les enjeux de fréquentation, de biodive et de pastoralisme, ils sont sur tel point, tel point, tel point. Du coup, est-ce qu'on ne peut pas mettre en commun une partie des financements pour dire, ben, même s'il y a 6 communes qui sont dans la vallée, il n'y a que une ou deux communes qui vont bénéficier effectivement, physiquement de la médiation. Et ça a été aussi assez compliqué parce que le travail en commun dans nos petites communes de montagne, c'est pas quelque chose d'inné, on va dire. C'est-à-dire que c'est plutôt des guéguerres entre communes, même voisines, toutes petites communes voisines. Donc là, mettre tout le monde autour de la table, ça a été la deuxième difficulté après avoir pris le bâton de pèlerin individuellement. Ouais. Mais ça a fonctionné notamment dans la vallée du Vic de Sceaux, où on a deux ou trois gros sites en tension pour le coup au niveau de la fréquentation et les différents usages avec des enjeux pastoraux euh, très forts. Mais on a réussi à amener, je crois, sept communes différentes à mettre la main à la poche en leur disant, ben, voilà, pensée collectif et ils ont pensé collectif. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais. Mais c'était pas gagné. Ouais, je me doute. Merci. Et du coup, j'avais aussi, alors j'avais deux questions. Déjà, je voulais savoir si les médiateurs patrouillaient en binôme ou Non. seuls. Non, on a opté pour le seul parce que c'est déjà des professionnels de la montagne, ils ont tout ce qu'il faut en termes d'assurance, etc. Ils sont en binôme à plein d'autres secteurs. Je pense au parc national, par exemple, où ils sont en binôme, etc. Mais c'est plus au parc national des Pyrénées, mais c'est plus pour des questions, je pense, de sécurité parce que là-bas, c'est des intérimaires. Et donc, je pense qu'ils n'ont pas le droit de travailler en travailleur isolé dans la montagne. Je pense qu'il y a des questions de réglementation aussi. Nous, on a vu qu'on a opté pour des professionnels de la montagne qui ont tout ce qu'il faut en termes d'assurance et en termes de passer leur job, quoi, d'être là-haut. Donc, du coup, on peut les faire travailler individuellement, quoi. Et juste, moi après, j'aurais énormément de questions hein, parce qu'on a des dispositifs qui se ressemblent, mais bon, je vais y venir après, on le présentera. Mais je vais juste, par rapport aux aménités, enfin aux participations financières des communes, est-ce que derrière, les communes te disent, ben voilà, moi je mets la main à la pâte, donc j'aimerais bien que les patrouilleurs, enfin les médiateurs, ils soient aussi présents à tel endroit parce qu'il y a des Hmm. déchets, ou bien ils font de la Ouais. commande un peu sur mesure? Ouais, ils le font. Des fois, on dit oui. On leur dit, bah oui, on peut passer 1 ou 2 jours de notre saison, ça ne nous pose pas de soucis. Et des fois, on leur dit, ben, en fait, il n'y a pas d'enjeu de notre point de vue à nous. Il n'y a pas Eh d'enjeu oui. au niveau global, en fait. C'est ponctuellement, oui. Mais en fait, si c'est pour que on paye une personne sur une journée et que la personne rencontre 10 personnes sur la journée, enfin, tout le monde y perd, en fait. Le médiateur, il va perdre son temps, il va perdre sa journée et vous, vous allez perdre votre argent. Donc, du coup, l'idée, c'est aussi de leur faire comprendre ça et de voir plus grand que à la simple petite échelle de leur sentier communal sur lequel ben, il y a 3 personnes qui ont laissé une canette de bière la veille, quoi. Donc il y a ça aussi, il y a ce côté, essayer de leur faire prendre un peu de recul et penser collectif. Donc si vous travaillez avec des élus ruraux ou des élus de la montagne, vous savez que c'est pas toujours simple, quoi. Mm. Merci David. Est-ce qu'il y a une autre question sur cette présentation? Ou sinon, je vous propose qu'on enchaîne et qu'ensuite, voilà, il y aura un temps de questions pour Émilie et Victor, mais on pourra aussi globaliser la discussion. Peut-être juste une petite question. Du coup, au début, tu parlais du fait que les panneaux, c'était pas très efficace. Et effectivement, le dispositif de médiation en direct, il est bien perçu. Mais aussi, donc, tu as une diapo où tu disais que finalement, bon, bah, les chiens tenus en laisse, non tenus en laisse, c'est toujours une problématique. Il y a toujours des comportements problématiques. Est-ce que, même si c'est bien perçu par les gens, c'est de la sensibilisation qui marche mieux? Est-ce que vous avez des chiffres sur une éventuelle diminution des comportements problématiques Non, ou... ça, Ouais, c'est dur à on voir, peut ça. pas le Mm. mesurer. Ouais, bah, après, les chiens. Bon, c'est une thématique à part sur laquelle il n'y a pas forcément de réponse aujourd'hui, parce qu'en fait, le constat qu'on fait, c'est que grosso modo,
Dans les grandes lignes, hein, c'est pas forcément tout le temps le cas, mais dans les grandes lignes, les touristes, les gens qui viennent de l'extérieur, quand on leur dit qu'il y a une problématique chienne de protection, il y a une problématique dérangement des troupeaux, etc., avec leurs chiens. Globalement, le retour après qu'on a des pâtres et les retours qu'on a des éleveurs, c'est que à l'approche des troupeaux, on voit les comportements de gens qui rattachent leurs chiens, ne serait-ce que pour passer le troupeau, etc. Ça, c'est un retour direct qu'on a des bergers et des éleveurs, donc ça, c'est assez positif. Par contre, le constat que font directement les médiateurs sur le secteur, c'est qu'avec les locaux, quand on leur dit de mettre leur chien à l'aise, ils nous disent oui, oui, et puis ils s'en vont avec leur chienne toujours détachée. Globalement, ça, c'est les grandes lignes. Voilà. Ponctuellement, ça peut être autre chose, mais puis moi, je l'ai vécu aussi plusieurs fois en direct, le rapport des locaux avec leur territoire, il est beaucoup plus difficile hein, que celui d'un touriste qui vient et à qui on explique que, ben oui, il y a un troupeau là-haut, oui, il y a des enjeux, et pour vous en termes de sécurité par rapport au patou, et pour le troupeau en termes de sécurité par rapport aux dérangements que vos chiens peuvent avoir sur le troupeau, ils le comprennent, ils l'entendent. Ça ne veut pas dire qu'ils vont attacher leur chienne toute la rando, mais ça veut dire qu'à l'approche du troupeau, ils vont changer de comportement. Là où le local va te dire, oui, oui, je sais. Ben, tu sais, alors, si tu sais, tout va bien, quoi. Ok, merci. C'est l'Ariège aussi, hein. Non, je plaisante. Aussi. Non, mais aussi, en vrai aussi. Hein. Mais après, ouais, globalement, à l'échelle, pour faire pas mal de groupes de travail à l'échelle des Pyrénées sur cette thématique, puisque là, depuis 2 ans, quand même, on sent qu'il y a de. Ouais, ça boue, quoi, sur cette thématique de médiation. C'est assez partagé, en tout cas, Constat. ce comportement, ouais, ce constat et ce comportement des locaux sur les chiens. Mm. Ok. Valérie? Oui, il va falloir que je vous quitte à 10 heures. Alors du coup, je vous pose la question sans écouter la deuxième présentation, certainement. La problématique qu'on observe de notre côté, et on n'est pas en PNR évidemment, c'est les VTT. Et il y a beaucoup d'élus qui ont fait le même constat que tu soulignes, David, avec l'impression en tout cas que la fréquentation a augmenté. Sans avoir pour autant de mesures objectives sur le nombre de vélos qui circulent. Mais le constat quand même sur le terrain que dans les bois de pratique ou dans les massifs autour de la métropole dans lesquels les VTTistes pratiquent, il y a des ornières qui se creusent, il y a des chemins qui s'imperméabilisent ou qui se qui sont dégradés, et donc les élus s'inquiètent. Et donc on nous a demandé d'intervenir sur cette problématique, mais je me demandais si dans ton cas, c'est des pratiques que tu observes aussi, et si éventuellement ailleurs dans la région, il y a aussi ce même type de problématique en dehors enfin, autour des zones urbaines, et si on pouvait imaginer un café génial sur ce sujet-là à un autre moment. Alors, la thématique des sportifs au sens large, elle est compliquée. Nous, on a deux sujets hein, sur le sport. On a le sujet VTT et on a le sujet trail. Et je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir ces sujets-là. Le trail, ça explose un peu partout en France aussi. Et c'est deux publics que les médiateurs ont beaucoup de mal à capter, voire n'arrivent pas à capter, ni l'un ni l'autre. Je pense que avec le recul qu'on a depuis 4 ans maintenant, ce dispositif-là de médiation à pied n'est pas adapté, enfin, de médiation sur secteur n'est pas adapté à ces deux publics-là. Parce que le public VTT et trail, déjà, ils ne sont pas aux mêmes horaires. Ils sont pas aux mêmes périodes, ils partent pas forcément des mêmes endroits, ils n'ont pas forcément les mêmes circuits que les usagers à pied. Et surtout, une fois qu'ils ont commencé leur activité, bah, ça sert à rien d'essayer de les arrêter, quoi. Alors qu'un marcheur, un randonneur, même quand il se promène, on peut prendre 5 minutes pour discuter avec lui, une pause, il va boire un coup, on peut discuter 5 minutes et après ça continue. Les sportifs au sens large, hein, je mets les deux dedans, moi, trader et VTTiste, on n'arrive pas à les capter avec ce dispositif-là. Donc je pense, avec ma petite expérience et le recul qu'on a, que ce n'est pas le dispositif adapté pour ces deux publics-là. Nous, on a une grosse problématique sur le public du trail plus que sur le vélo. Hein. Il y a de l'usage VTT en montagne, mountain bike, etc. Mais on est plus sur les trailers. Mais c'est deux publics qu'on a vraiment du mal à capter, sur lesquels il faut qu'on travaille parce que ouais, j'avoue que j'ai pas de réponse toute faite sur ces publics-là parce qu'on n'arrive pas à les capter non plus. Oh, merci, merci beaucoup. Mais Valérie, moi, je rejoins cette idée. Je pense que ce serait intéressant d'avoir
vraiment une thématique, de traiter cette thématique-là, en fait, de comment on touche les pratiquants de sport nature, parce que la difficulté, c'est que la plupart, ils sont en autonomie finalement. Mm. Mais il y a quand même des clubs, il y a quand même des événements sportifs, qui, notamment sur le trail et le VTT d'ailleurs, qui pourraient permettre comment dire, de sensibiliser un volume de personnes. Et je pense que, voilà, je pense qu'on est individuellement, j'imagine qu'on a tous un petit peu les mêmes problématiques. Alors peut-être certains plus axés trail, d'autres VTT. Nous, on a des problématiques sur le VTT aussi, hein, parce que sur l'ouverture des chemins, etc. Et j'imagine qu'on réfléchit tous à ça un peu de notre côté, qu'on teste un peu des outils. Nous, on est vraiment dans ces réflexions-là. Donc, si le sujet venait à être mis autour d'une table, moi, je serais vraiment intéressée, voilà, en discuter. Eh bien, on le note. On vient Merci. d'envoyer le programme hier, mais il reste quelques trous, en fait, mais tout en fin d'année. Donc, on va réfléchir. Et après, il faut effectivement qu'on arrive à trouver des retours d'expérience qui soient un peu originaux et pertinents. Et après, ça peut être intéressant d'en discuter avec plein de personnes qui ont les mêmes problématiques. Mais bon, c'est vrai que ce serait bien d'arriver à trouver quelqu'un qui a fait quelque chose qui fonctionne. Mais c'est noté, du coup. Du coup, Euh, je vous salue et je vous remercie beaucoup pour cette première rencontre pour moi. Merci Valérie. Bonne À fin de bientôt. journée. Au Au revoir. revoir. Émilie et Victor, du coup, je vous propose de partager votre présentation pour la suite. Alors, est-ce que vous la voyez? Oui, mais elle n'est pas en diapo. Pardon. Euh, Oui, c'est le PDF, ouais. mince, je suis pas habitué à ça. Moi non plus, parce que c'est le PDF, sinon on va ouvrir Il faut juste le mettre en mode plein écran, je pense, dans Ah mon... ouais, mais c'est le Ouais, PDF, mais Ah, c'est pas le bois. ce plein écran. Ouais, c'est en bas à droite de la feuille, là, vous étiez dessus, c'est le petit, C'est ouais, la petite ici? page, là. Ouais, Ouais, c'est ça. Ok, exactement. ouais, je vais me noter. Merci. Yes, merci. Merci. Alors, bah déjà, on ne s'est pas présenté, je réalise. Donc, Émilie Dubourg, moi, je suis chargée de mission au parc naturel régional du Haut-Languedoc et je travaille sur les activités de pleine nature. Donc, Victor Ménéguine, et je suis aussi au parc du Languedoc et animateur Natura 2000. Donc, sur trois sites Natura 2000 en tout. Et donc là, on va vous présenter voilà, le dispositif qu'on a mis en place. Alors, c'est un peu on va dire, on est les petits poussés de ce qui a été présenté dans le parc des Pyrénées ariégeoises, mais dans la même idée, nous, on a appelé ça on n'appelle pas ça des maraudeurs, on appelle ça la parc patrouille, donc les parcs patrouilleurs. Euh, Juste quelques éléments de contexte. On est à peu près dans le même, pareil, hein, même contexte, c'est-à-dire période Covid. On a vu des pics de fréquentation, en tout cas des gens qui venaient fréquenter notamment des massifs, et notamment le massif du Caroux, avec des gens qui n'avaient pas forcément l'habitude de venir là et qui n'avaient pas les codes de la montagne. Donc un peu le même état d'esprit. Ça a été très très mal vécu par les locaux, les habitants. Ça a créé énormément de tensions. Et mise en parallèle de ça, voilà, on avait en plus l'installation de chiens de protection. Nous, c'est peut-être un petit peu plus récent, je sais pas, le développement, enfin l'arrivée des chiens de protection chez nous par rapport aux Pyrénées, mais en tout cas, il y en a de plus en plus. Il commence à y en avoir beaucoup, et on a un enjeu très fort bah, de maintenir le pastoralisme sur le territoire, notamment sur nos sites Natura 2000. Et donc un enjeu très fort, est-ce que la cohabitation se passe bien? On avait aussi en parallèle des risques incendies assez importants, avec notamment quelques zones qui sont fréquentées, ça c'est connu, hein, où il y a énormément de bivouacs et de feux finalement, et on est tout proche des forêts, de certains massifs assez venteux en plus. Et évidemment, une biodiversité qui est vulnérable, notamment sur le massif du Caroux, et ce qui a donné lieu à cette époque-là, donc en 2021, à la création d'un groupe, le groupe Caroux, qui mêle en fait les gestionnaires, les élus,
les offices de tourisme, voilà, pour réfléchir ensemble à des solutions à mettre en place pour limiter la casse, justement. Et ça, tout ça s'est mis en place en 2021 suite à la période, donc période post-Covid. Et en réfléchissant à des outils, à des façons de faire pour éviter justement l'impact un peu de la fréquentation et ces conflits d'usage, il y a plusieurs choses qui ont été proposées à ce moment-là, notamment la pose de panneaux. Et effectivement, la pose de panneaux, c'est bien. Je pense que c'est aussi important, mais ça suffit pas. Et on a petit à petit, on en est venu à la conclusion qu'il fallait impérativement qu'on augmente la présence humaine sur site pour faire de la sensibilisation notamment. Euh, voilà, parce que les équipes, je pense que c'est un peu partout, l'ONF, l'OFB, ils ont des moyens limités. Ils sont présents 2, 3 jours dans le massif et puis dans l'année et puis c'est tout. Ils peuvent pas faire plus. Donc dans ce contexte-là, on a cherché des financements et on a déposé en fait un financement. On a été rechercher un financement FNADT sur le volet massif central lié à la gestion de la fréquentation des espaces naturels. Donc, c'est un financement de 15 000 euros, un budget de 15 000 euros TTC qu'on a obtenu sur 2 ans, 2024-2025, ou plutôt même plutôt 1 an et demi, parce qu'en 2024, ça a commencé vraiment au printemps, quoi, au mois de mai. Et c'est un budget, ce budget-là était dédié, il y avait 10 000 euros dédiés à des patrouilles, à la mise en place de patrouilles. Donc là, on partait vraiment de zéro, là, pour le coup, et 5 000 euros dédiés à des études autour du bivouac. Donc c'est un budget assez limité. Donc nous, le parti pris à ce moment-là, par rapport aux patrouilleurs, bah, c'est un peu le même que celui qui a été présenté, c'était de s'appuyer sur les accompagnateurs moyenne montagne, en sachant que, en plus de ça, on avait déjà, comment dire, mis en place un label, le label Valeur Parc depuis des années sur par rapport aux prestataires de pleine nature. Donc, on a déjà un réseau de prestataires AMM notamment engagés dans les valeurs parcs depuis des années et que c'était un moyen pour nous aussi de les soutenir économiquement. Voilà, on a un territoire de moyenne montagne où c'est pas facile de vivre de l'activité d'AMM. Ils ont souvent un double emploi, ils ont souvent voilà, c'est pas facile pour eux. Donc, à la fois, ça les soutient économiquement, en même temps, c'était une façon de travailler avec eux et de les mettre en réseau et de les former aussi. Et eux, ils ont été tout de suite partants. Donc, ils sont trois, hein, ils sont pas plus nombreux que ça. Mais en même temps, on n'avait pas énormément de jours. Les prestations qu'on leur propose, c'est des prestations à la journée qui vont de 250 à 300 euros selon le volume horaire un peu qu'on leur demande. Voilà, les journées classiques en journée 8 heures, enfin 9 heures, 18 heures, c'est 250 euros. Et 300 euros, c'est quand on leur demande d'intervenir en plus le soir même jusqu'à 21 heures, 22 heures, sur des sites sur lesquels il y a des enjeux notamment de risque incendie. Donc en 2024, on a lancé l'opération, c'était tout neuf, on a expérimenté, on va vous expliquer comment on a fait le choix des sites, etc. On a pu faire 11 jours au total et 29 jours en 2025. Euh, Là, ce que vous voyez, bah, la tenue. Il y a une veste aussi, donc on a fabriqué un petit logo Parc Patrouille et qu'on a décliné sur donc des tenues, des textiles, t-shirts, vestes et casquettes. Donc au total, il y a trois AMM aujourd'hui qui sont du coup patrouilleurs au sein de cette parc patrouille. Donc sur les 40 jours du coup. C'est ça. Vraiment pour parler de la mise en œuvre, enfin, la mise en place du dispositif, donc on a pu, on s'est vraiment axé sur les sites Natura 2000. C'est des sites un peu aussi expérimentaux et qui permettent surtout d'avoir un animateur dédié. À l'heure actuelle, là au parc, on est 3 animateurs pour en tout 14 sites Natura 2000. Donc ça permet d'avoir un interlocuteur un peu privilégié aussi, d'avoir des échanges plus précis, plus réguliers, si besoin. Et donc là, il y a 8 sites Natura 2000 qui ont été priorisés sur les 14, donc avec des enjeux divers et variés. Je vous les détaillerai après, mais on s'est vraiment axé sur des enjeux de fréquentation. Enfin des sites qui sont souvent très fréquentés donc en saison
et avec des enjeux qui sont assez forts en termes de biodiversité et de conciliation des usages. On parlait de pastoralisme, d'activité de pleine nature. Donc il y a tous ces enjeux-là qui sont souvent sur un même territoire. On fait donc dès 2024, on a mis en place une journée de formation pour les 3 patrouilleurs qui étaient engagés dans la parc patrouille, donc aux enjeux Natura 2000. Donc pour chaque site Natura 2000, en fait, on faisait une petite fiche que je vais vous présenter un exemple juste après, mais justement une fiche récapitulative en fait des enjeux du site, du parcours aussi qu'ils devaient faire sur la journée. Et tout ça, on l'a décidé sur un certain calendrier aussi. Donc en 2024, comme tu disais, Émilie, ça a commencé un petit peu plus tardivement, mais on a quand même pu le faire les premiers jours étaient en mai, Juin, juin, ouais. étaient en juin et jusque septembre. Donc voilà, on avait un peu mangé le début de saison, mais là pour 2025, on a vraiment pu mettre en place du coup un peu plus de jours sur une période aussi plus étalée. Parce que ça aussi, on se rend compte de la fréquentation voilà, les épisodes caniculaires aussi font que de plus en plus de touristes, enfin, que ce soit les locaux comme les touristes vraiment extérieurs, viennent en fait enfin, à l'avant et à l'après-saison, sur pas mal de nos sites. En tout cas, c'est quelque chose qui a été observé. On n'a pas vraiment de données chiffrées. Mais pareil, de la part des élus, des remontées des acteurs sociaux pro aussi, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Donc vraiment entre avril, mai et début juin. Et ensuite, juillet, août, enfin, sans exagérer, mais il y a potentiellement moins de personnes sur certains sites parce qu'il fait juste trop chaud et donc moins d'activité. Même si évidemment on a quand même des lieux ombragés, des lieux avec aussi des lieux de baignade. Donc voilà, ces sites-là restent surfréquentés assez dans ces mois-là aussi. Donc voilà, on a pu mieux étaler ce calendrier. Et donc les choix des lieux de patrouille, je vous l'ai dit, c'est vraiment des sites qui sont fréquentés avec des remontées aussi des acteurs locaux et des habitants. Et donc avec des enjeux forts de biodiversité et de conciliation des usages. Ouais, vas-y. Juste compléter, préciser une chose, je ne sais pas si vous connaissez l'outil Outdoor Vision. Mm. Donc c'est un outil auquel on adhère, nous, qui a été mis en place par le Pôle Ressources nationales des sports de nature et qui permet d'agréger des données numériques des pratiquants, en fait, et d'avoir une visibilité avec des cartes de chaleur, savoir exactement les pratiquants de trail, de VTT, de rando, où est-ce qu'ils vont, sur quel chemin, quel jour, et ça nous fait remonter, c'est pas du tout grand public, hein, c'est pour les gestionnaires, et ça nous fait remonter un peu des statistiques qui donnent un aperçu de comment sont fréquentés les sites, et du coup, on se sert, nous, d'Orvision pour regarder quelles sont les journées. Enfin, quand on fait un choix d'intervention dans un week-end entre le samedi et le dimanche, on regarde quel jour est le plus fréquenté, éventuellement les périodes horaires aussi, les créneaux horaires de la journée les plus fréquentés. Et en fait, on choisit on établit le calendrier des patrouilleurs en fonction un peu de ces données-là aussi. Et donc selon le type de public aussi, du coup, parce que il y a les données Oui. de vélo aussi et de randonnée, voilà. Et donc juste pour vous mettre un petit exemple sur les fiches techniques que nous on fournit en tant qu'animateur Nature 2000 aux patrouilleurs. Donc je vous le disais, c'est une formation à l'heure actuelle d'une journée qu'on a refait en 2025 parce qu'il y avait de nouveaux sites, parce qu'on avait fait des mises à jour. Là, vous avez le dos d'une fiche, enfin le verso. En fait, le recto, c'est vraiment les infos des dates de passage avec les messages à faire passer. Donc, je vais vous le mettre juste après. Mais par exemple, s'il y a des messages sur les patous, sur le pastoralisme, certains enjeux de biodiversité. Là, je vous ai mis par exemple quelques espèces ou quelques anecdotes aussi, enfin, des choses un petit peu sympas aussi à partager. Voilà, ils ont une base et ensuite ils s'en servent vraiment s'ils en ont besoin. Et ils essaient un peu d'improviser aussi selon les demandes, selon les questions des personnes qu'ils peuvent interpeller. Il y a aussi quelque chose d'important, et c'est parfois justement, sur le verso, le côté d'infos complémentaires, c'est vraiment quelque chose, selon le site où on souhaite que les patrouilleurs aillent, on va axer les messages quand même, avec plus ou moins de détails. C'est là, par exemple,
enfin, sur un site, là, on a l'exemple là, des patous, où il y a vraiment une présence assez concentrée de patous sur un territoire assez petit. Donc, on va vraiment axer sur ces messages-là. Il y a aussi la partie contact, en fait, où là, on essaie vraiment enfin, ça, c'est surtout venu en 2025 avec un peu plus d'expérience aussi, et de retour des acteurs et des élus, mais de mettre en contact, en fait, via cette fiche, avec un numéro de téléphone, un mail ou autre. Mais les éleveurs, par exemple, qui sont sur le site, certains élus, la police aussi si besoin, l'OFB. Voilà, c'est en fait un petit regroupement des personnes vraiment ressources qui pourraient leur être utiles s'il y a je sais pas, enfin on a eu le cas hein, l'année dernière, mais d'un incendie potentiellement, enfin d'un risque incendie ou autre, et que des personnes soient plus ou moins ouvertes et réceptives aux messages. Donc au moins pour la prévention, ça peut être vraiment utile. Euh, mais c'est très intéressant aussi l'idée que tu as eue, David, sur le côté de mettre en lien, enfin de faire venir les élus aussi sur le territoire. Ça, c'est quelque chose qui nous manque encore un petit peu sûrement, et donc enfin, on le développera en conclusion, mais voilà. Et pareil, n'hésitez pas à nous couper si vous avez des questions à poser de suite. Pour les principaux messages, donc ça rejoint ce que disait aussi David, hein, c'est s'il y a la présence d'activités agropastorales ou autres, on va axer quand même sur les patous, sur le côté propriété privée aussi, propriété privée mais slash professionnelle, enfin je sais pas, avec un usage particulier. Les chiens en laisse évidemment ou non tenus en laisse. Le côté sur les espèces sensibles aussi, où là il y a plein de messages divers qui peuvent être donnés. Là, on a l'image avec une grotte sur les dérangements, la pénétration en fait au sein d'un espace naturel protégé, voire grillagé. Donc de rappeler un peu tout ça, le respect des sentiers, de pas forcément divaguer, de pas ouvrir de nouveaux sentiers. La baignade aussi, c'était un des messages qu'on pouvait avoir. La cueillette aussi avec la flore. Tous ces messages-là, c'est vraiment lié à des espèces, enfin nous en tout cas, où on a pas mal de connaissances côté Natura 2000. Ça va être beaucoup sur les rapaces pour les dérangements, les chauves-souris selon les endroits aussi. Et après, c'est adapté selon les publics. En fait, on a pas mal de grimpeurs, de vététistes, on en parlait, de vélos globalement, de trailers. Donc voilà, c'est vraiment. Mais comme on le disait, ce public-là peut être difficile à intercepter aussi. Ça dépend des territoires. Mais parfois, ils sont à pied, donc on a de la chance, enfin, les patrouilleurs peuvent en intercepter certains, mais clairement, la majorité passe à travers, ouais. Donc ça va être majoritairement des gens à pied avec des chiens. Enfin, beaucoup ont des chiens en laisse quand même selon les territoires aussi. Des familles, il y en a eu quelques-unes. Ouais. Des couples, enfin voilà, un public assez large quand même en termes de profil. Les risques incendies aussi, comme l'a dit Émilie, c'est quelque chose qui est assez prégnant sur certains de nos sites. Et donc les types de publics, oui, voilà, donc les locaux, les touristes. Pareil, on n'a pas discriminé ce genre de public. Et avec malgré tout beaucoup de pratiquants d'activités de pleine nature, c'était vraiment quand même un des publics cibles aussi. C'était pas forcément que le grand public. C'était vraiment de cibler ces gens-là aussi qui sont parfois locaux, parfois touristes, ça dépend. Enfin là, le site d'avant, par exemple, il y a une voie verte qui traverse le site, donc on peut avoir à la fois les locaux et d'autres d'extérieur. Mais sur d'autres territoires, on a vraiment que les locaux qui peuvent connaître aussi certains sites en particulier qui sont riches historiquement, etc. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de messages et de comment dire, de manière d'aborder aussi le public pour nos patrouilleurs. Donc c'est ce qu'on essaie aussi de faire quand on fait la formation, de leur dire que voilà, il peut y avoir tout type de public finalement, selon les sites. Euh, l'avantage sur ce dispositif, en tout cas, qui est quand même assez jeune encore, pour nous, en tout cas, au titre enfin, pour des gestionnaires d'espaces naturels,
L'intérêt, comme l'a dit Émilie, d'une part, c'est de mettre en réseau les accompagnateurs de moyenne montagne entre eux. Donc, entre patrouilleurs, ils échangent beaucoup sur leurs messages, sur comment faire dans telle ou telle situation, qui est parfois plus problématique qu'une autre ou que sais-je. Mais il y a aussi beaucoup d'échanges entre patrouilleurs et nous, animateurs Natura 2000, via une conversation WhatsApp notamment. Mais on essaie aussi de faire des réunions bilan à la fin de chaque saison. Mais la conversation WhatsApp, c'est vrai qu'il y a cet avantage les patrouilleurs sont sur site, donc en week-end ou autre. Donc nous, on essaie de répondre a posteriori quand on est disponible au plus vite. Mais ils peuvent en fait nous partager des messages, je sais pas, ça peut aussi bien être des espèces de flore ou autres qu'ils ont vues, ou de faune aussi qu'ils ont pu voir, ils nous prennent en photo. Donc on essaie d'identifier, on essaie de les former aussi là-dessus. Euh, et ensuite de leur prodiguer aussi des messages en lien avec ça. Mais ça peut être évidemment des situations qui sont plus ou moins problématiques. Nous, on a eu le cas avec, par exemple, des patous, avec une rencontre qui a été assez, comment dire, gentiment, mais assez virulente, ouais, conflictuelle, avec un patou et un cycliste, et le patrouilleur était entre les deux. Donc voilà, il y a tous ces cas-là qui peuvent être abordés aussi via cette conversation et via le bilan qu'on fait en fin d'année. Donc ça, c'est vraiment hyper utile pour nous en tant que gestionnaires sur le côté en fait vigie. C'est vraiment des personnes qui seront sur le terrain à des week-ends donnés. Donc on choisit les week-ends, on sait vers quel message on les amène. Et vraiment, ça nous apporte aussi beaucoup d'informations on en parlait aussi tout à l'heure, mais sur des sites qui en fait qu'on dit fréquenter, mais qui finalement n'ont pas forcément tant que ça de fréquentation. Donc ça permet de relativiser en fait même auprès effectivement des élus, des acteurs sociaux pros, des éleveurs aussi, des agriculteurs qui parfois en fait peuvent voir une seule et même personne passer tous les jours, mais qui se disent bah il y a beaucoup de gens. Enfin voilà, de vraiment relativiser, de prendre du recul sur certains sites. Et après, des limites quand même qu'on observe actuellement sur ce dispositif de la Parc Patrouille, c'est que voilà, ça reste des AMM qui sont là pour sensibiliser et informer. Et pour l'instant, c'est uniquement leur mission, avec beaucoup de prévention aussi. Mais effectivement, ils sont pas assermentés. Donc il y a cette partie réglementaire sur laquelle il peut y avoir quelques manques. Et où on essaie aussi là pour les années à venir de les former un peu plus là-dessus, en tout cas sur les arrêtés, sur ce qu'on peut avoir par site et sur chaque territoire. Et ensuite, enfin voilà, ça fait le lien avec le bilan juste après, mais on, on essaie aussi de plus en plus de les mettre en relation justement avec l'OFB, avec des gardes forestiers, la police rurale, voilà, des personnes des gardes champêtres, des personnes qui pourraient être mobilisées sur le terrain aussi à la saison et qui pourraient enfin déjà faire une première rencontre aussi avec les patrouilleurs et ensuite d'essayer de mobiliser en fait sur un temps plus long tous tous ce- ce- ces personnes compétentes en fait sur d'autres week-ends et comme ça essayer d'avoir une action plus large et plus focalisée sur certains territoires aussi qui en ont besoin. Donc voilà, ce serait aussi de compléter cette action Parc Patrouille via les moyens qui existent déjà en fait et qui ont une portée plus forte côté réglementaire. Ouais, puis je pense qu'il faut vraiment réussir, en fait, c'est à fixer la limite de ce qu'on leur demande aussi en tant que médiateur. On a sermenté justement, et c'est peut-être l'écueil qu'on a fait nous la première année sur les 10 premiers jours de patrouille. On les avait, il parlait Victor de la formation qu'on leur avait donnée. On les avait aussi formés, enfin formés entre guillemets informés sur la réglementation un peu liée au bivouac, au risque incendie, etc. Et on leur avait expliqué qu'il y avait des zones, notamment des sites classés sur lesquels le bivouac était interdit de par les textes, mais finalement très 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 pratiqué. Du coup, ils se sont retrouvés avec plein de situations de bivouaqueurs qui font ça depuis des années, et eux, ils étaient démunis, quoi. Et ça, on a très vite lâché. L'année suivante, on leur a dit, c'est pas votre boulot, en fait. Concentrez-vous sur les risques incendies, parce que c'est pas en soi le bivouac qui va se poser souci. Concentrez-vous sur tout ce qui est lié vraiment aux enjeux liés à directs, liés à la biodiversité, et ça sera plus facile, et parce que, voilà, ils se sentaient vraiment démunis, ouais, par rapport à ça. Mm. Mm.
Ouais, juste une dernière diapo de bilan. Ouais, quelques chiffres. Nous, on a au total 902 personnes sensibilisées, donc sur les 40 jours, en sachant que pareil, l'évolution entre 2024 et 2025, c'est qu'en 2024, on leur a demandé d'intervenir sur des sites qui étaient interdits. On parlait des grottes tout à l'heure, mais on sait qu'il y a de la fréquentation, ça arrive. Mais comme ils avaient que très peu de jours d'intervention sur les sites, on s'est rendu compte que ça n'avait pas trop d'intérêt de les envoyer surveiller des sites, en fait, et de passer une journée à croiser personne. Il fallait un alignement de planètes énorme pour que, voilà, ils tombent sur quelqu'un ce jour-là. Donc ça, on a arrêté, on s'est concentré sur les sites fréquentés. 13 communes touchées au total, 8 sites Natura 2000. Ça, j'en parlais, donc la réorientation vers les sites à forte fréquentation. Le bilan c'est globalement très positif. Alors, entre les AMM, entre eux qui se connaissaient pas bien, en fait, et qu'aujourd'hui ont vraiment créé un lien très fort. Donc, ils peuvent même se renvoyer des clients, enfin, sur des périodes d'indisponibilité, ce genre de choses. Et puis, leur rôle d'ambassadeur, parce que finalement, c'est des gens qui sont déjà très sensibles au territoire, à la découverte du territoire, etc., mais pas forcément aux enjeux de biodiversité, avec des informations qui parfois sont assez confidentielles aussi. Donc, eux, ça les monte en compétences quelque part, et ils deviennent de vrais ambassadeurs du parc, quoi. Et puis, ça les responsabilise aussi, parce ils n'avaient pas forcément conscience de tous les enjeux sur tous les sites. Et bah, le rôle de vigie, on en parlait via le WhatsApp notamment, qui est quand même vachement intéressant aussi pour nous, hein, parce que voilà, on n'est pas toujours sur le terrain non plus. Qu'est-ce que je voulais compléter par rapport au retour positif aussi? Donc nous, c'est pareil, les usagers, c'est globalement bien perçu, les messages qui passent, les contacts qu'ils peuvent avoir. Il y a eu quelques tensions quand même et quelques difficultés. Ils se sont retrouvés un petit peu mal à l'aise parfois, notamment sur les risques incendies, à dire aux gens, éteignez le feu que vous venez d'allumer. Enfin voilà. En tout cas, c'est interdit s'il y a des risques incendies forts. Et quand les gens ont pris la saucisse et qu'ils n'ont pas eu le temps de la faire cuire, il y a des tensions. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il y aurait peut-être un intérêt sur certains sites, eux, pour le coup, d'agir en binôme. Donc, je pense que ce sera l'évolution à terme. Et sur la question des chiens en laisse qui revient très régulièrement, à la fois, ils se rendent compte que les gens n'ont pas forcément conscience ni de la réglementation ni de l'enjeu finalement. Donc c'est plutôt bien perçu. Les échanges sont plutôt amicaux, je dirais. Mais voilà, dans leur bilan, ils nous disent, je suis pas du tout sûre que les gens sont polis. Ils nous disent, ok, je les tiens en laisse, mais je suis pas du tout sûre que 5 mètres plus loin, 10 mètres plus loin, ils lâchent pas le chien, quoi. Donc ça, c'est un message qui est pareil, je rejoins David, qui est très très dur à faire passer. Et voilà, peut-être que on les forme pas aujourd'hui à la communication aussi, enfin comment on doit présenter les choses, comment on doit discuter avec des gens, comment on fait mieux passer le message. Peut-être que ça serait souhaitable, je pense, à terme. En tout cas, pour nous, c'est le bilan, il est très positif, c'est une action à pérenniser. Les communes sont très contentes d'avoir des patrouilleurs chez elles, mais elles sont pas encore prêtes à passer le cap. Je pense que c'est trop trop frais pour que on imagine les engager dans un financement via les dotations militaires rurales. Mais c'est en tout cas la piste qu'on avait envie de suivre. C'est pareil, là, mauvais timing quoi avec les élections, etc. Donc aujourd'hui, on a récupéré une enveloppe de 4 000 € pour refaire une dizaine de jours là, de patrouille cette année, mais on n'a plus que ça en termes de visibilité. Donc, on est en train de monter un deuxième volet en fait du FNADT, le même financement dont je vous parlais tout à l'heure, qui est donc dédié au Massif central. Et là, c'est dans le cadre d'un projet qui est beaucoup plus étoffé quoi, autour de la limitation de l'impact de la fréquentation sur le milieu naturel et le changement climatique. Donc, il y a plein d'actions à l'intérieur de ça qu'on espère pouvoir avoir. Voilà, on va le déposer fin mars, donc on aura peut-être une réponse cet été. Et c'est notre seule piste. Si on a ça, on se tranquillise un petit peu jusqu'en 2028 sur ces actions de patrouille.
Et si on décroche ce financement-là, on aura aussi des tests d'outils qu'on veut mettre en place par rapport aux trailers et aux manifestations sportives, aux VTTistes et aux manifestations sportives. Donc ça rejoint la question de tout à l'heure. On a un certain nombre d'outils qu'on mettrait en place dans le cadre de ce financement-là, mais c'est à condition de pouvoir l'avoir. Et sinon, eh ben, il faudra prendre le bâton de pèlerin, aller voir les communes et du coup, j'étais très intéressée par la présentation, David, pour le coup. Voilà un petit peu pour la suite. C'est toujours la question des financements qui est compliquée, je pense, sur ce type d'action, avec le risque aussi, nous, on craint que, ah oui, je voulais finir par ça, c'est qu'en fait, on demande aux patrouilleurs quelque part. Alors, il y a des sites sur lesquels il y a des enjeux patous, où là, les communes vont être très intéressées par la présence des patrouilleurs. Mais il y a des sites sur lesquels on demande aux gens et aux locaux notamment de pas se baigner ou de se baigner plus loin ou de faire attention parce qu'il y a des enjeux mulettes perlières ou écrevisses à pattes blanches qui sont des enjeux pas forcément connus par les locaux. Et donc là, ça me paraît compliqué d'embarquer des communes et de leur dire de financer un dispositif qui va contraindre en fait les locaux à la baignade. Ça va être certainement plus compliqué, ouais. Mm. On avait une diapo d'ouverture, mais je ne sais pas si on a le temps, Julie, ou pas, Il reste d'attendre juste 2 minutes. ici Mais une dizaine de minutes pour questions, ouais, échanges. Et ok. moi, ben, donc vous la mettiez, Vas-y, j'avais vas-y. mis la question par rapport, juste quand tu dis euh, ça va être difficile de mobiliser les communes, enfin de leur demander des financements sur des enjeux voilà, qui vont contraindre les locaux. Euh, vous l'avez peut-être dit, mais j'ai pas fait attention parce qu'en fait, quand vous allez mobiliser les communes, vous leur expliquez tous les messages qui vont être passés en fait un par un ou vous Bah, expliquez que vous dans allez faire de la l'idée, ouais. sensibilisation, mais Alors, on l'a pas fait encore, hein. On n'a pas consulté les communes encore. On attend d'abord de savoir si on peut avoir le FNADT parce on sent qu'il faut qu'on étoffe ce dispositif. On veut le faire grossir, on veut embarquer plus de monde dedans, etc., etc. Et puis avoir plus de recul et plus de chiffres pour aussi aller voir les communes enfin voilà, les embarquer, quoi. Donc ça, on l'a pas encore fait, mais si on doit le faire, dans l'idée, ce serait pour pouvoir continuer à faire patrouiller les gens sur les sites à enjeu de biodiversité. Voilà. Nous, on aimerait pouvoir poursuivre les patrouilles sur les sites à enjeu de biodive. Maintenant, c'est le risque, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, le risque enfin, ce qu'on craint, nous, c'est que les communes nous disent, ben, à partir du moment où je finance, c'est moi qui décide, quoi. Alors, je décide que les patrouilleurs n'aillent plus sur le site qu'on appelle les piscines où il y a de la baignade parce que j'ai pas décidé d'interdire la baignade et voilà. Ou je décide de les amener ailleurs, là oui, enfin, j'en sais rien, sur un autre site qui nous ne présente pas d'intérêt particulier, enfin, ça etc. perdrait clairement sa vocation première et Voilà, son intérêt en fait. Ouais. c'est ça, c'est l'écueil qu'on veut éviter, Et ouais. là, c'est tout l'intérêt aussi de travailler, enfin que nous, on soit là aussi en tant qu'animateur Nature 2000, c'est qu'on peut connaître quand même certains, enfin avoir un contact peut-être un peu plus privilégié avec certains élus. Et donc, au fur et à mesure, essayer de faire passer des messages aussi et bon, Bien sûr. de sensibiliser, d'informer, et d'y dire, bah oui, ce serait bien donc d'avoir le bâton de pèlerin, mais un peu en amont aussi, avant Mhm. de tout ça, ouais. Donc, Ok. David? Ouais, juste par rapport à ça, le fait d'embarquer les élus, ça rejoint la grande question de l'appropriation de ton espace naturel par les locaux, quoi. mm, En fait, la problématique, c'est d'essayer de les embarquer avec nous sur ces thématiques-là et ces problématiques-là de biodiversité qui les touchent pas forcément et leur faire comprendre que bah, c'est conciliable en fait. Là, l'idée, enfin, nous sur les lacs de montagne, bon, on a des communes qui se sont saisies de la question, qui ont pris des arrêtés municipaux, etc., sans forcément que ces arrêtés soient appliqués, hein, mais c'est juste dissuasif de dire il y a un arrêté municipal, la baignade est interdite sur tel ou tel lac. Mais après, globalement, même s'il y a de la baignade, l'idée, c'est pas de leur dire, vous n'avez pas le droit de vous baigner. Enfin, je veux dire, tu peux pas arriver avec cette casquette-là, mais au moins de mm, limiter la casse sur le piétinement des berges, sur le fait de faire des cairns, sur le fait de faire des barrages, sur le fait de mettre de la crème solaire. C'est tout ça, en fait. C'est sur ces messages-là, nous, que les médiateurs, ils interviennent. C'est pas de dire, vous avez le droit, vous n'avez pas mm. le droit. C'est de dire, OK, il fait chaud. Si vous voulez vous baigner, vous pouvez vous baigner. Attention, c'est de la baignade non surveillée, donc c'est aussi c'est votre responsabilité à vous qui est engagée, même si concrètement c'est celle du maire hein, de la commune qui est engagée s'il y a un problème sur un spot de baignade.
Mhm. Mais c'est surtout les amener sur tel petit geste qui pour vous représente rien en fait, se mettre de la crème solaire ou faire un petit barrage de cailloux, que les gamins fassent un barrage de cailloux, etc. C'est des petits gestes qui pour eux représentent rien d'autre que le geste en soi. Leur expliquer ce que ça peut entraîner derrière. Et c'est en ça que c'est important que les médiateurs interviennent, pas forcément sur le côté réglementaire. Ouais, le Mhm, problème, tout enfin, à si je fait, peux me ouais. permettre, Émilie, peut-être, c'est que là, du coup, vous parlez de sites où la baignade en elle-même est impactante pour crème ou pas crème par rapport aux moules perlières. Alors, j'en parle parce que du coup, j'étais animatrice du site avant, du coup, ça m'interpelle. Et là, c'est carrément la baignade qui est déconseillée, en fait, en plus de tout le reste. Le pied de Ouais, cheval, ouais. Après, elle l'eau. peut être. Oui, tout à fait. Ouais, il y a vraiment des sites sur lesquels c'est la baignade ou le piétinement, en tout cas, du cours d'eau qui est problématique, mais il y a toujours une solution. Là, l'idée, c'est pas de leur dire ne vous baignez pas, c'est de vous dire si vous vous baignez plus en amont, plus, enfin, trouver d'autres solutions, quoi. Enfin, nous, oui, c'est le message qu'on essaye de leur passer, parce qu'effectivement, je rejoins David, hein, on peut pas, ils peuvent pas avoir cette casquette-là. Encore une fois, ils sont pas assermentés, ils peuvent pas, c'est pas Oui, leur puis il rôle, n'y a, quoi. y a pas forcément de réglementation non plus à faire appliquer. Donc, même si c'était assermenté, en fait, Oui, il y en a pas toujours, sur c'est quel ça. texte tu t'appuies, c'est compliqué. Exactement. Ouais. Ouais. Et ça rejoint un peu ma deuxième question intervention. Vous parliez des formations là, que vous faites aux ACOM. On a mis en place, nous, des formations aussi avec des partenaires euh, de confiance. On a l'OFB qui interviennent notamment pour parler grands prédateurs, pour qu'ils aient tout le bagage possible si jamais ils ont des questions par rapport à ça. Et on travaille sur les patous avec la pastorale pyrénéenne, qui est une asso, c'est l'asso qui gère la thématique patou, on va dire, sur la chaîne des Pyrénées chez nous, qu'on a fait intervenir il y a 2 ans, alors pas cette année parce que j'ai pas eu le temps de le faire, mais en fait, on a fait une journée de formation complète sur la thématique patou, avec une partie en salle sur l'historique, le comment les chiens sont sélectionnés, enfin, pour que les accompes, ils aient vraiment ce bagage-là à expliquer aux gens si les gens ont des questions, et une journée sur le terrain, donc en direct avec des patous autour d'un troupeau pour voir un peu les comportements à avoir et les comportements à ne pas avoir devant les chiens de protection. Et donc ça, le retour des médiateurs, des AMM, il était extrêmement positif, quoi, de pouvoir voir en direct et pouvoir après aller expliquer aux gens les comportements à Mm. avoir et à pas avoir devant les chiens de protection. Ça a été très très positif et très bien pris. Donc on va essayer de le refaire cette année. Et pour le lien avec les locaux, l'idée que j'ai pas réussi non plus à faire, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je l'ai fait une fois sur un secteur il y a 2 ans. C'est de faire une réunion avant le début de la saison avec tous les acteurs du secteur. Donc j'avais réuni autour de la table, du coup, moi j'étais là avec le C'était une- médiateur qui allait intervenir sur le secteur et j'avais les élus concernés, le monde de la réglementation, hein, le monde de la police, donc j'avais l'OFB et l'ONF qui étaient là, les responsables de secteur et les agents territoriaux. J'avais tout le monde pastoral, les éleveurs et les bergers, les pâtres. On avait réussi à avoir un des pâtres aussi à cette réunion-là. Les gens qui font du développement économique autour du secteur aussi, c'est-à-dire on avait les patrons d'un des bars resto du coin aussi, pour dire, ben voilà, ça peut aussi servir de levier de développement territorial. Ces médiateurs dire, bon, ben, si vous savez pas quoi faire ce soir, vous pouvez aller à tel endroit aussi. Si vous voulez rester une journée de plus, etc. Connaître un petit peu aussi le volet touristique, purement touristique et développement territorial qu'il peut y avoir autour. Enfin, on avait réuni une quinzaine d'acteurs vraiment du secteur où il allait avoir la médiation pour présenter le médiateur, ses missions, ce qu'il allait faire et surtout ce qu'il allait pas faire. Parce qu'on avait plein de questions sur, ben oui, mais le parking, c'est un problème, oui, mais là, ça c'est interdit, ça c'est interdit. En fait, ça, c'est pas les missions d'un médiateur. Nous, chez nous, c'est pas lui qui va faire garer les voitures mieux le long de la route ou pas. C'est pas son job et c'est pas lui qui va faire la police, c'est pas son job non plus. Donc c'était vraiment cadrer l'intervention du médiateur auprès de tous les acteurs et de tous les partenaires. Il y avait l'office de tourisme qui était là aussi. Enfin voilà, on avait réuni vraiment beaucoup de monde autour de la table et de faire des réunions sectorielles pour présenter l'opération, dire ce que le médiateur peut faire, peut ne pas faire, et que chacun se connaisse. Après, ils échangent les numéros et ils se débrouillent. Enfin, c'est comme ça que les médiateurs, ils récupèrent aussi le contact des éleveurs et des Mm. bergers pour tout au long de la saison, après échanger avec eux, quoi. Donc, ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, super important à faire en début de saison, quoi. Et ben c'est, enfin, quelqu'un d'autre a une question, mais c'est la transition parfaite parce qu'en fait,
nous, à l'échelle du parc, on a mis en place 3 formations Patou, justement, l'année dernière. Donc une vraiment côté Tarn, une côté Hérault, et une autre plus au sud de l'Hérault aussi, vers le Minervois. Et donc vraiment à trois secteurs où on emmène la parc patrouille. Et justement, en complément de cette action-là de la Parc Patrouille, en fait, on a vivement conseillé à nos patrouilleurs d'en faire partie de ces formations Patou qui étaient ouvertes en fait au grand public et aux gens vraiment du secteur c'était à chaque fois des remontées des éleveurs en fait qui étaient en demande de ce genre de formation, de à la fois rencontrer les acteurs sociaux pro autres aussi qui pouvaient être amenés à emmener des gens et à diriger des gens vers ces secteurs-là, enfin notamment l'office de tourisme, d'autres pratiquants d'activités de pleine nature, etc. Donc il y avait ces remontées-là des éleveurs et en même temps sur certains territoires d'habitants et d'acteurs du tourisme aussi. Donc on a mis en place ces formations Patou-là et on a un des patrouilleurs qui a pu se rendre disponible sur une des formations et qui a eu un très très bon retour et pareil qui recommande plus aux deux autres aussi d'y participer si jamais on le refait. Là, cette année, on aimerait bien en refaire aussi de ces journées-là, vraiment qu'on a appelé à la rencontre des patous. C'était pas tout à fait formation, mais c'était le même principe. C'était sur une journée. La matinée, c'était en salle avec le côté théorie, le côté de pourquoi il y a des patous, comment bien se comporter, etc. Et ensuite, il y avait vraiment une mise en situation l'après-midi, avec du coup la rencontre avec l'éleveur aussi, ou l'éleveuse. Et donc là, on l'a fait avec l'IDEL, je l'ai pas précisé, mais l'Institut de l'élevage qui est en lien aussi avec la pastorale pyrénéenne, pardon. Et donc l'IDEL est venu lui-même aussi, donc c'était une prestation aussi qu'on a fait auprès de l'IDEL, et qui a pu présenter justement tous ces bons comportements à avoir, et ensuite sur le terrain a pu vraiment se mettre en situation avec enfin, plusieurs cas de figure. Il arrivait en vélo par exemple vers le Patou, sans présence de l'éleveur évidemment pour pas influencer, pour avoir un cas d'école un peu. Il arrivait à pied, il arrivait avec sac à dos, sans sac à dos, avec un chien qui était tenu en laisse, pas tenu en laisse. Voilà, tout ça montré aux gens aussi. Et avec s'ils étaient volontaires, les personnes qui pouvaient aussi se mettre en situation, avec l'accompagnant, bien sûr. Donc voilà, ça a été beaucoup apprécié. Je rejoins totalement ton retour là-dessus, sur le fait que c'est hyper important d'essayer en tout cas de mettre en lien aussi par d'autres portes et d'autres moyens les médiateurs, les patrouilleurs avec les gens vraiment du territoire. Et ça, du coup, ça a été une de nos actions ouais, qui a pu faire ce lien-là. Et du coup, la diapo que je vous présente, ça n'a aucun, enfin, ça n'a pas trop de lien avec ce que je dis, mais justement, ça a quand même du lien. Mais dans l'idée de toujours territorialiser aussi, comme tu as dit, David, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et donc là, nous, du coup, enfin, en tout cas de mon côté, enfin, sur un site Natura 2000 en particulier, à côté Tarn, à côté de Castres, le COS de Caucalière. J'ai créé un groupe de travail, vraiment groupe COS, comme l'équivalent du groupe Caroux que Émilie vous a présenté, mais avec vraiment la porte d'entrée biodiversité et sites sensibles. Donc là, l'idée, c'est vraiment de regrouper tous les usagers et les élus du site. Donc en fait, enfin, tout ce que tu as cité, David, c'est presque les mêmes choses enfin les mêmes personnes que je regroupe. Là, par exemple, il y a des militaires, il y a les chasseurs aussi, il y a tous les clubs locaux d'activités de pleine nature. Donc, il y a de la course d'orientation, du trail, de la rando pédestre, du vélo VTT. Il y a les éleveurs, du coup, qui sont présents. On a aussi un éleveur qui a une partie aussi restauration. Donc, pareil, il fait aussi le lien là-dessus. Euh, les élus, donc je disais, il y a quelques gestionnaires d'espaces naturels, enfin type LPO, SEN, qui peuvent participer selon les sujets abordés, mais c'est pas totalement l'objectif. Enfin, moi, je suis là aussi pour faire le lien avec ces structures-là. Donc SEN, pardon, donc conservateur d'espaces naturels. Je sais pas si. Voilà, donc tous ces acteurs-là se réunissent autour de la table aussi et peuvent discuter. En fait, c'est vraiment, pour l'instant, c'est assez jeune comme groupe. Première réunion a lieu début novembre, enfin fin octobre, pardon. Donc c'est vraiment tout jeune. Donc là, on prend le temps de s'appréhender aussi, de discuter.
Mais le but, c'est vraiment à terme d'avoir des actions communes, de justement réfléchir aussi à la dotation biodiversité, enfin aux aménités rurales plus globalement, mais d'essayer de faire le lien en fait entre tout le monde, que chacun comprenne les problématiques et qu'on se dirige vers des consensus si possible, vers des zones qui seraient, pourquoi pas, à doter d'un arrêté vraiment spécifique municipal ou autre. Voilà, donc de vraiment avoir des zonages aussi spécifiques et en même temps de faire le lien du coup avec les patrouilleurs qui sont invités aussi à ce genre de réunion. Voilà, donc là on a actuellement c'est le genre de groupe où on essaie en tout cas à minima d'avoir une réunion avant la saison et une réunion après la saison. Donc là la saison sur ce site-là elle peut commencer assez tôt en avril. Donc là l'idée c'est, enfin on en a une là dans 2 semaines de réunion groupe COS et une réunion en septembre-octobre quoi. Mais là au début vu que c'est la naissance vraiment de ce groupe-là, on va vraiment axer quand même et multiplier un peu plus les réunions quand même pour faire se regrouper les gens. Voilà, un petit complément d'action. Désolé, on a peut-être dépassé un peu Ouais. du coup. On a un petit peu dépassé, mais tout le monde est encore là, donc c'est Blablatte. qu'il y a un intérêt, je pense, et une possibilité aux personnes de rester. Si vous avez une ou deux petites dernières questions avant que l'on coupe, on va prendre le temps quand même. En tout cas, oui, on voit que l'idée de rassembler les gens et de les former sur des sites et des enjeux particuliers, c'est quelque chose enfin, voilà, à développer et le site du COS de Cocalière, j'imagine que c'est un peu un site école là-dessus par rapport aux nombreuses problématiques qui s'y trouvent. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, c'est vraiment l'idée d'avoir vraiment un territoire donné où justement on y consacre, il y a des animateurs aussi spécifiques sur ces territoires, enfin référents. Donc on peut y dédier du temps et de l'énergie aussi en complément d'actions comme on mène avec Émilie, ouais, sur la patrouille. Donc ouais. Avec Moi, plaisir si. Ouais. pardon. Moi, je Non, non, souhaitais avec plaisir s'il y a intervenir. des questions. Ouais, je souhaitais intervenir déjà pour vous remercier pour toutes ces infos. Moi, c'est vrai que ce que je vois par rapport au cas de figure que je dois commencer à déployer, c'est effectivement, pour le moment, en fait, il y avait des pour et des contre la médiation en mettant face à face médiation-répression, alors qu'en fait, bon, il faut les deux, j'imagine. Alors, moi, c'est vrai que je travaille pas du tout sur le même type d'espace naturel, puisque il y a pas, on va dire, tout ce que vous avez pu expliquer sur les aspects montagne et donc conciliation des usages sont un peu différents. Mais bon, on revient toujours un petit peu sur les mêmes aspects, c'est-à-dire pouvoir quand même malgré tout parler d'enjeux de biodiversité, mais au regard aussi d'interdiction de certaines pratiques. Donc je pense que, enfin, je suppose que les médiateurs, même s'ils ne sont pas assermentés, ils doivent à un moment donné avoir un discours qui correspond quand même malgré tout à certaines pratiques qu'il ne faudrait pas avoir pour ne pas nuire en termes d'impact à une certaine biodiversité. Donc, il faut effectivement certainement réunir, créer du coup peut-être une réunion in situ en amont de la saison. Ça, je trouve ça super parce que ça répartit effectivement un petit peu les rôles de chacun. Il y a effectivement le pouvoir de police du maire par rapport potentiellement, là, moi, sur mon site où il y aura un règlement intérieur décrit, mais bon, c'est affiché à l'entrée du lac, comme on l'a dit, hein, les gens ne le lisent pas, probablement pour grande partie. Il y a les locaux aussi qui ont leurs habitudes, donc qu'il y ait un panneau en plus ou moins, ils ne feront pas la différence. Donc oui, je trouve que c'est super intéressant ce que vous avez pu dire sur voilà, essayer de mettre un petit peu en lien toutes ces personnes, voir un peu quels sont les rôles de chacun et créer aussi peut-être enfin, des fiches contacts, c'est-à-dire que si les médiateurs peuvent être en relation directe, notamment avec le maire, qui lui va être en relation avec l'OFB, enfin, nous, David pourra le dire, le truc c'est que par chez nous, l'OFB est quand même très concentré sur la partie montagne et notamment sur les problématiques avec l'ours une bonne partie de l'été. Donc, les pouvoirs du police du maire sont aussi là. Il y a aussi la gendarmerie, tout simplement. Donc,
à voir tout ça, mais c'est super intéressant. Je pense que moi, du coup, je vais avoir des billes aussi pour avancer, pour pouvoir dire que ça peut être vraiment un gros atout d'avoir d'abord de la médiation, et quand vraiment il y a des limites qui sont dépassées, ben, effectivement, partir sur quelque chose malgré tout ben, de plus répressif, mais bon, je crois que parfois on peut pas s'en passer, malheureusement pas. Après, enfin, je pense que c'est important aussi de justement, une fois qu'il y a le côté médiation aussi, etc., qui est abordé, de mutualiser les moyens ouais, avec les services comme l'OFB, etc. En fait, ils ont aussi un programme et un calendrier en fait Mm. de sites où ils vont enfin, où c'est assez habituel et où eux-mêmes en fait peuvent être un peu à la tête dans le guidon, hein, comme nous tous. Et donc parfois de signaler vraiment aussi le fait qu'il y a, là par exemple autour de la zone dont tu t'occupes, le lac ou la zone humide, ça peut vraiment enfin, les sortir en fait d'un quotidien aussi dont ils n'avaient pas conscience aussi d'enjeux autres à proximité aussi de leur terrain d'intervention, quoi. Donc, c'est important, ouais, dans une deuxième phase qu'il y ait cette mise en commun, ouais, avec les maires, du coup aussi de rappeler le pouvoir de police des maires. Mais effectivement, l'OFB, ça peut être un bon appui, un bon soutien aussi là-dessus. Et les gardes champêtres et autres qui peuvent être recrutés aussi localement par les communes. Voilà. Je crois qu'on conclura là-dessus. On est un petit peu dépassé, mais effectivement, je pense que ça peut être intéressant de faire remonter OSD, effectivement, mais par contre, super en amont parce qu'ils ont leurs programmes de terrain qui sont mis en place. Bon, je ne pourrais pas donner de planning et de timing, mais je sais que c'est très longtemps en avance. Les sites, effectivement, à enjeu avec les problématiques particulières et les sites et les époques, des fois, parce qu'il y a des sites où il y a des époques plus sensibles que d'autres, pour qu'ils puissent le planifier. Et en parallèle de la sensibilisation, parce qu'effectivement, après, souvent, les gens ne sont pas forcément au courant, etc. Mais bon, quand on les a sensibilisés une, deux, trois fois et qu'ensuite on les voit encore là, ça peut être bien, effectivement, d'avoir l'autre côté aussi pour marquer un petit peu les choses. David, tu veux le mot de la fin? Je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais juste pour dire, il ne faut pas prendre le dispositif de médiation, les projets de médiation comme un projet en tant que tel. C'est un maillon de la chaîne dans la sensibilisation et dans l'éducation à l'environnement et c'est pas un remède miracle, quoi, la médiation. Et les panneaux, c'est aussi utile. La médiation, ça fait le lien, ça met un peu d'humain dans un monde où on en manque quand même un petit peu. Et après, la partie répression, malheureusement, oui, quand il y a de la réglementation, il faut qu'elle soit appliquée, il faut trouver un moyen de l'appliquer. Et en fait, le médiateur, il fait un peu le liant avec tout ça, quoi. Il amène un petit peu d'huile au rouage. C'est pas un remède miracle, quoi. Voilà, faut pas le considérer comme tel, en tout cas. Moi, c'est le message aussi que je passe aux élus, c'est de dire ça va pas résoudre tous vos problèmes. Si votre site il n'est pas aménagé comme il faut, si les réglementations que sont pas mises en place sur le secteur, etc., le médiateur il résoudra pas tous vos problèmes. Mais c'est un élément, un maillon de la chaîne. Voilà. Ben, merci, David. Je trouve que c'est effectivement une super conclusion et un super mot de la fin. Du coup, je vous Voilà. remercie tous les trois intervenants là pour ces présentations super intéressantes aujourd'hui, à tous les gestionnaires qui étaient présents. Je vais vous envoyer le petit mail avec les contacts des intervenants et des personnes qui ont participé aujourd'hui, ainsi que les deux présentations. Et vous pourrez retrouver le replay d'ici peu de temps sur notre site internet aussi pour un revisionnage si besoin. Et je vous souhaite une excellente journée à tous. Et Ça encore un marche. joyeux anniversaire à Émilie quand même, Merci. parce que c'était son anniversaire aujourd'hui. C'était Ah, cadeau sa présentation. Joyeux anniversaire. Bonne Merci, ça m'a fait plaisir. merci. Merci. Allez, bonne Au journée revoir. tout le monde. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.